Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Elle était mariée depuis 14 mois, et n'avait jamais été embrassée par son mari. Elena vivait dans un penthouse d'1 million de dollars à Manhattan, portait des vêtements de créateur et dînait dans les meilleurs restaurants, mais elle était complètement invisible pour Victor, son mari milliardaire, jusqu'à la nuit où elle disparut simplement. Elle ne laissa qu'un mot et sa bague de mariage sur la commode. C'est alors qu'il découvrit qu'on ne remarque la lumière que lorsqu'elle s'éteint. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond du penthouse de Manhattan, projetant de longues ombres sur les sols en marbre qu'Elena avait appris à parcourir en silence. Elle se tenait au comptoir de la cuisine, ses doigts enveloppés autour d'une tasse en porcelaine qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, observant la vapeur s'élever du café intact. Le silence ici n'était pas d'or. Il était étouffant, lourd, avec le poids de 14 mois d'indifférence minutieusement orchestrée. « Bonjour », offrit-elle doucement quand Victor entra, ses mouvements précis et calculés comme toujours. Il était déjà vêtu de son costume anthracite, le téléphone pressé contre son oreille, parlant en ton bref sur des rapports trimestriels et des accords d'acquisition. Ses yeux passèrent sur elle brièvement, un accusé de réception poli, rien de plus, avant qu'il ne se dirige vers la machine à espresso avec l'efficacité de quelqu'un qui avait maîtrisé l'art d'exister dans le même espace sans vraiment le partager. Elena étudia son profil, cherchant une quelconque fissure dans la façade parfaitement composée. À 44 ans, Victor Langford commandait les salles de réunion avec la même autorité froide qu'il apportait à sa routine matinale. Ses cheveux noirs étaient déjà parfaitement coiffés, sa mâchoire rasée de près, sa présence emplissant la pièce sans jamais vraiment toucher son monde. Elle se demanda, pour la nième fois, s'il la regardait jamais et voyait quelque chose au-delà de l'obligation contractuelle qu'elle représentait. Le gala de charité est ce soir, hasarda-t-elle, posant sa tasse avec un soin délibéré, celui pour l'alphabétisation des enfants. Je me disais que peut-être nous pourrions. Je te rejoindrai là, bas, l'interrompit-il, mettant fin à son appel et rangeant le téléphone. La voiture passe te prendre à 19 h. Son ton était le même que celui qu'il utilisait avec ses assistants. Professionnel, distant, définitif. Elena hocha la tête, ravalant les mots qui voulaient jaillir. Des mots comme peut-être que nous pourrions y aller ensemble, ou j'aimerais savoir ce que tu penses que je devrais porter, ou même te souviens-tu pourquoi nous soutenons cette cause? Mais elle avait appris les limites de leur arrangement, écrites non pas dans le contrat légal verrouillé dans son bureau, mais dans la chorégraphie minutieuse de leurs interactions quotidiennes. Le contrat avait été clair dès le début. Un mariage de convenance, rien de plus. Les factures médicales de sa mère, s'accumulant comme des nuages d'orage au-dessus de la modeste maison familiale à Brooklyn, nécessitaient une solution qu'Elena ne pouvait pas fournir avec ses revenus de pigiste. La maison familiale, 3 générations de souvenirs construits dans ses murs usés, était à quelques jours de la saisie quand l'avocat de Victor présenta l'offre. Mademoiselle Elena Torres, avait dit l'avocat, sa voix portant le poids à la fois du salut et de la capitulation en égale mesure. Mon client a besoin d'une épouse pour des raisons sociales et professionnelles. L'arrangement serait mutuellement bénéfique. Elle avait dit oui, non par amour ou même par espoir, mais par désespoir enveloppé de dignité. Victor avait besoin de quelqu'un d'assez raffiné pour son cercle social, d'assez intelligent pour tenir des conversations lors d'événements d'entreprise, et d'assez peu exigeant pour accepter le vide émotionnel qu'il offrait en retour. Elena avait besoin de sécurité, d'une couverture médicale pour sa mère, et de la sorte de stabilité financière qui lui permettrait de dormir la nuit sans calculer combien d'articles freelance elle devrait écrire pour garder les lumières allumées. Maintenant, en le regardant vérifier sa Rolex avec la même attention qu'il ne lui accordait jamais, Elena sentit la douleur creuse familière s'installer dans sa poitrine. Le penthouse autour d'eux était un monument à la richesse sans chaleur. Des meubles de designer qui appartenaient à un musée. De l'art qui impressionnait les visiteurs mais ne révélait rien sur les personnes qui y vivaient. Des pièces qui résonnaient de l'absence de rire sincère ou de conversation spontanée. Victor l'appela et elle doucement alors qu'il se dirigeait vers la porte, la mallette à la main. Il s'arrêta, se retournant avec les sourcils légèrement haussés dans une interrogation polie. « Ma mère va mieux. Le nouveau traitement fonctionne. » Quelque chose vacilla sur ses traits. Surpris peut-être qu'elle ait partagé quelque chose de personnel, ou peut-être une légère irritation qu'elle ait interrompu sa routine de sortie. « C'est bon à entendre, » répondit-il. Les mots techniquement appropriés mais émotionnellement vides. « Je suis content que la couverture médicale se révèle adéquate. » Couverture médicale? Pas. « Je suis si heureux que ta mère aille mieux, ou tu dois être soulagé, ou même transmets-lui mes salutations. » Juste l'acknowledgement d'une clause contractuelle satisfaite avec succès. Elena le regarda partir, le bruit de ses chaussures en cuir italien claquant contre le marbre jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment avec une finalité murmurée.
Puis elle fut à nouveau seule dans son palais de belle vacuité, entourée de luxe qui ressemblait plus à une prison au barreau de mille fils. Elle se dirigea vers la fenêtre, pressant sa paume contre le verre froid en regardant en bas la ville qui se réveillait. Quelque part en bas, les gens se disputaient et se réconciliaient, partageaient du café et des rêves, se touchaient sans contrat régissant les termes de leur affection. Quelque part en bas, son ancienne vie attendait comme un livre qu'elle avait fermé au milieu d'un chapitre. Son reflet la fixait depuis la fenêtre. Une femme qui avait appris à s'habiller en vêtements de créateur mais se sentait comme si elle portait un costume, qui assistait à des galas et des vernissages mais se sentait plus comme un bel accessoire qu'une participante. À 42 ans, Elena pensait comprendre la solitude. Elle avait passé des années en tant que femme célibataire à écrire des histoires sur l'amour tout en se demandant si elle le trouverait un jour. Mais ceci était différent. C'était la solitude amplifiée par la proximité. L'isolement intensifié par la présence de quelqu'un qui partageait son lit, mais jamais ses rêves. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle avait épousé un homme pour sauver la maison de sa famille, seulement pour découvrir que la maison n'avait rien à voir avec des plans de travail en marbre ou des adresses à Manhattan. La maison devrait être l'endroit où quelqu'un remarque quand vous êtes silencieuse, où votre routine de café du matin compte pour quelqu'un d'autre que vous-même, où votre présence est désirée au lieu d'être simplement tolérée. Mais ce soir serait comme tous les autres soirs. Elle porterait la robe saphir qu'il n'avait jamais complimentée, arriverait au gala avec une posture parfaite et un sourire répété, et jouerait le rôle de Madame Victor Langford, pendant que son mari menait des affaires déguisées en sociabilité. Et quand il rentrerait à la maison, il disparaîtrait dans son bureau avec les mots « Bonne nuit, Elena », poli, approprié, et complètement vide de tout ce qui ressemblait à de l'intimité. Elena comptait les jours comme quelqu'un qui compte les absences. Assise dans le fauteuil en velours gris qui coûtait plus cher que tout son ancien appartement à Queens, elle regardait les heures passées sur l'horloge suisse qui décorait le mur du salon. 15. 15. Victor ne rentrerait pas avant 21 heures, être 22 heures. 6 heures de plus de silence élégant. 6 heures de plus, d'être un fantôme dans sa propre vie. Elle feuilleta un magazine de décoration sans vraiment voir les pages, ses doigts traçant distraitement le tissu doux du coussin à côté d'elle. Tout ici était parfait. Les fleurs fraîches que la gouvernante changeait 2 fois par semaine, la lumière naturelle filtrant à travers des rideaux en soie importés, le subtil parfum de lavande qui flottait dans l'air grâce à des diffuseurs stratégiquement placés. C'était comme vivre à l'intérieur d'une vitrine de grand magasin de luxe. Beau à admirer, impossible à se sentir chez soi. Le téléphone sonna, coupant le silence comme un couteau. Elena sursauta, pleine d'espoir un instant avant de voir le nom sur l'écran. Assistante Victor Langford. Bon après-midi, madame. Langford, vint la voix professionnelle de Margaret, l'assistante personnelle de Victor. Langford m'a demandé de confirmer que vous serez prête à 19 heures pour l'événement de ce soir. La robe Valentino est arrivée ce matin et est dans le placard. Merci, Margaret, répondit Elena, sa voix sortant plus douce que prévu. Y a-t-il quelque chose de spécifique que Victor voudrait que je sache sur l'événement? Une pause hésitante. Eh bien, il y a des investisseurs japonais importants qui assisteront. Langford a mentionné qu'il serait utile si vous pouviez discuter d'art contemporain, leur collectionneur. Elena ferma les yeux. Binsua. Elle n'était pas invitée en tant qu'épouse, mais en tant que pièce décorative qui pouvait aussi être utile pour les affaires. Voice. Autre chose? Non madame. Langford. Langford a dit qu'il fait confiance à votre bon jugement. Après avoir raccroché, Elena resta immobile dans le fauteuil, sentant le poids familier de l'irrélevance s'installer sur ses épaules. Fait confiance à votre bon jugement. Comme si elle était une employée compétente, pas la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit, séparée par une distance émotionnelle qui semblait croître chaque jour. Elle se leva et marcha vers la fenêtre panoramique qui offrait une vue époustouflante sur Central Park. En bas, les gens couraient le long des sentiers. Les familles pique-niquaient. Les couples marchaient main dans la main. La vraie vie qui se déroulait juste là. Pendant qu'elle observait depuis sa tour d'ivoire, ses souvenirs dérivèrent vers le dernier événement qu'ils avaient assisté ensemble, un gala pour la recherche sur le cancer la semaine précédente. Elle avait choisi une robe vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux, avait passé 1 heure à coiffer ses cheveux en vagues douces encadrant son visage. Quand elle descendit les escaliers du Penthouse, Victor la regarda exactement 3 secondes avant de vérifier sa montre. « Tu es à l'heure », avait-il commenté comme si c'était tout ce qui importait. Pendant l'événement, Elena observa d'autres couples. Elle vit comment Robert Hayes murmura quelque chose à l'oreille de sa femme qui la fit rire. Comment elle ajusta sa cravate intimement avant qu'il ne monte sur scène. Elle vit comment Michael Wong garda sa main sur le dos de sa femme pendant qu'il traversait la pièce. Un geste protecteur et attentionné qui parlait d'années de connexion sincère. Et puis il y avait elle et Victor, 2 étrangers bien habillés qui se déplaçaient dans la foule comme des acteurs suivant un script. Il la présenta avec fierté. « Mon épouse Elena.
Mais de la même manière qu'il présenterait une nouvelle voiture ou une acquisition commerciale réussie, quelque chose qui reflétait bien sur son statut, pas quelqu'un qu'il connaissait vraiment ou valorisait, Helena, chérie. La voix stridente de Lydia Bennet l'attira de ses pensées. Elle se tourna pour trouver sa voisine de Penthouse, une mondaine dans la soixantaine qui survivait de ragots et de champagne. « Comment allez-vous? Je ne vous ai pas vu au spa cette semaine. »« Salut, Lydia. » Helena força un sourire. « J'ai été occupée avec des projets. »« Des projets ?» Lydia haussa un sourcil parfaitement sculpté. « Quel genre de projet ?» Helena hésita. Comment expliquer qu'elle avait essayé de se remettre à l'écriture, mais que les mots sortaient forcés et sans vie? Comment admettre qu'elle avait perdu la voix qui autrefois donnait vie à des personnages passionnés et créait des histoires qui faisaient pleurer les lecteurs? Du travail de charité en grande partie. Elle mentit parce que c'était plus facile que la vérité. Oh, comme c'est merveilleux. Victor doit être si fier. Les hommes comme lui apprécient les épouses qui s'occupent avec des causes appropriées. Lydia but une gorgée de ce qui semblait être son troisième martini de la journée. Vous deux êtes le couple parfait, vous savez, si élégant ensemble. Si coordonnés. Coordonnés. Le mot résonna dans l'esprit d'Helena longtemps après que Lydia fut partie en quête de plus de ragots et d'alcool. C'était exactement ce qu'ils étaient, coordonnés, assortis, mais jamais connectés. Elle rentra dans le Penthouse, ses pas résonnant dans les couloirs vides. Elle passa devant le bureau de Victor, la porte toujours fermée, les chambres d'amis qui ne recevaient jamais de vrais invités, la salle à manger formelle où ils mangeaient en silence quand ils mangeaient ensemble, ce qui était rare. Dans le placard partagé, bien que Victor y soit rarement en même temps qu'elle, Helena trouva la robe Valentino. Elle était stunning comme toujours, soit bleu minuit avec une broderie subtile qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle la tint contre son corps, observant son reflet dans le miroir en pied. La femme qui la regardait était belle, élégante, parfaitement assemblée, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il parlait d'une femme qui disparaissait lentement à l'intérieur, qui devenait plus transparente chaque jour passé à prétendre être heureuse dans un mariage qui était plus une performance qu'un partenariat. Elle se rappelait quand elle était plus jeune, travaillant dans son petit appartement à Queens, écrivant jusqu'aux petites heures, passionnée par chaque phrase qu'elle créait. Ses amis écrivains se réunissaient au café du coin, débattant de littérature, partageant des rêves, riant jusqu'à en avoir mal au ventre. Quand avait-elle ri comme ça pour la dernière fois? Quand avait-elle ressenti pour la dernière fois qu'elle était vraiment vivante? Le bruit de l'ascenseur la fit sursauter. Victor était rentré tôt, ce qui était inhabituel. Elle entendit ses pas dans le couloir, la séquence familière de sons, les clés heurtant la table d'entrée, la mallette posée, le léger soupir de quelqu'un qui se détend après une longue journée. Helena, sa voix résonna dans l'appartement. « Ici » répondit-elle, sortant du placard. Il apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre, la cravate desserrée, mais toujours impeccablement soignée. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il, la question sonnant plus comme un protocole que comme un intérêt sincère. « Calme » répondit-elle, parce que c'était vrai, et parce qu'il ne voulait vraiment pas savoir sur la solitude qui la consumait, sur comment elle avait passé 20 minutes à regarder une vieille photo de sa famille à Brooklyn, regrettant un temps où son rire résonnait dans les murs d'une maison où elle était vraiment désirée. « Bien, » dit-il, se dirigeant déjà vers la salle de bain. « Es-tu prête pour ce soir ?» Et voilà, l'étendue complète de leur intimité conjugale. Des questions sur la préparation d'événements, pas sur des sentiments ou des rêves ou quoi que ce soit qui importait vraiment. Plus tard, en se préparant pour une autre nuit de comédie, Helena se demanda s'il était possible de mourir de solitude, même entourée de luxe. S'il était possible de disparaître progressivement, devenant une ombre de soi-même, jusqu'au jour où on se regarde dans le miroir et ne voit rien d'autre que le vide que sa vie est devenue. Le bruit de la machine à espresso coupa l'air matinal comme un métronome, marquant un autre jour dans la vie parfaitement rythmée de Victor Langford. Helena observa ses mouvements économes, chaque geste calculé pour une efficacité maximale, 2 sucres, une mesure précise de lait, exactement 3 minutes pour vérifier les emails sur son téléphone pendant que la boisson refroidissait à la température idéale. « Victor » essaya-t-elle, sa voix coupant doucement le silence. « Je me disais que nous pourrions faire une promenade à Central Park aujourd'hui. Le temps est parfait. Et j'ai une réunion avec les Japonais à 9 heures, répondit-il sans lever les yeux de l'écran, ses doigts faisant défiler rapidement les messages. Et déjeuner avec Harrison à 12h15. Puis je dois relire les rapports de fusion. Helena hocha la tête, ravalant la déception qui était devenue aussi familière que le goût du café du matin. Être demain alors. Dimanche c'est samedi. Vol pour Londres à 19h. Il leva enfin les yeux, mais se dirigeait déjà vers la porte. De retour lundi. 3 jours, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Quoi? Rien. Bon voyage. Il s'arrêta un instant, et Helena sentit un éclair d'espoir. Être avait-il entendu quelque chose dans sa voix?
être remarquerait-il enfin la mélancolie qu'elle ne pouvait plus cacher. Mais Victor vérifia simplement sa montre et hocha brièvement la tête avant de disparaître dans l'ascenseur privé. Elena resta dans la cuisine de longues minutes après son départ, écoutant l'écho de son propre battement de cœur dans le silence qui suivit. Elle était devenue experte à mesurer sa vie par les espaces entre ses mots, par les pauses qui ne se transformaient jamais en questions sur ce qu'elle ressentait. Le mardi suivant, elle essaya une approche différente. Elle passa la matinée à rechercher des galeries d'art contemporain, mémorisant les noms d'artistes émergents et les tendances du marché. Quand Victor rentra, elle l'attendait dans le salon avec 2 verres de vin et des informations soigneusement organisées sur une exposition au Whitney Museum. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, lui offrant le vin. « Productive » répondit-il, acceptant le verre mais restant debout comme s'il planifiait déjà sa fuite vers le bureau. Les chiffres du 4e trimestre ont dépassé les attentes. C'est merveilleux, sourit Elena, essayant d'injecter un enthousiasme sincère dans sa voix. J'ai entendu parler d'une exposition fascinante au Whitney. Yuki Tanaka expose une série sur les transformations urbaines. Je me disais que, vu tes investisseurs japonais, ça pourrait être intéressant pour nous d'y aller ensemble ce week-end peut-être. Victor but une gorgée de vin, ses yeux déjà errant vers le téléphone qui vibrait discrètement dans sa poche. Tanaka. Oui, j'en ai entendu parler. Bon potentiel d'investissement. Il sortit son téléphone, jetant un coup d'œil rapide à l'écran. Décholé, c'est urgent. Tokyo. Et ainsi une autre tentative de connexion devint une autre conversation interrompue par des obligations qui semblaient toujours plus urgentes que la femme qui partageait son foyer. Le jeudi, Elena se réveilla avec une idée différente. S'il ne pouvait pas se déconnecter du travail, peut-être pouvait-elle se connecter à travers lui. Elle passa la journée à étudier les entreprises de Victor, mémorisant les rapports annuels, comprenant les fusions et acquisitions. Quand il rentra, elle était prête. Victor, j'ai lu sur l'acquisition de Techflow. Fascinante stratégie de diversification verticale, commença-t-elle en utilisant les termes techniques qu'elle avait mémorisés. Ça a dû être une négociation complexe. Il s'arrêta vraiment. Et pendant un instant, Elena pensa qu'elle avait trouvé la clé. C'était, admit-il, s'asseyant pour la première fois depuis des semaines pour lui parler. Harrison était sceptique sur les projections de croissance, mais les données du marché asiatique étaient convaincantes. Elena se pencha en avant, encouragée. Et l'intégration des équipes. J'imagine que c'est l'un des plus grands défis dans ce type d'opération. Exactement. Victor but une autre gorgée de vin, semblant légèrement surpris par son insight. Leur culture d'entreprise est complètement différente de la nôtre. Il nous faudra au moins 6 mois pour aligner les processus. Pendant 15 précieuses minutes, ils parlèrent. Parlèrent vraiment. Elena posa des questions intelligentes. Victor donna des réponses détaillées. Et pendant un bref instant, elle se sentit comme une partenaire, pas juste une épouse ornementale, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Langford. Sa posture changea immédiatement. Retour en mode exécutif. Oui, je suis au courant de la situation. Non, ça ne peut pas attendre demain. Il se leva, couvrant le téléphone de sa main. Décholé, Elena. Crise avec les fournisseurs européens. Et ainsi la connexion la plus prometteuse qu'ils avaient eue depuis des mois s'évapora comme de la vapeur, laissant Elena seule dans la pièce avec 2 verres de vin et le sentiment croissant qu'elle essayait de construire un pont vers quelqu'un qui avait déjà déménagé dans une autre ville. Le samedi, elle décida d'essayer une dernière approche. Si elle ne pouvait pas l'atteindre à travers des intérêts partagés ou des conversations professionnelles, peut-être pouvait-elle le toucher à travers la vulnérabilité. Quand il revint de son jogging matinal, une activité rigoureusement solitaire, elle était dans la cuisine en train de préparer des œufs bénédicts, son plat préféré qu'elle avait appris à faire en regardant des vidéos YouTube. « Ça sent bon » commenta-t-il, semblant vraiment surpris. « Je me suis rappelé que tu aimais ça » dit Elena, servant l'assiette avec un soin étudié. « Je me disais que nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble avant que tu partes au bureau. » Victor hésita, regardant son téléphone, puis elle, puis l'assiette parfaitement préparée. « J'ai des emails à... » Victor, l'interrompit-elle doucement, et quelque chose dans sa voix dut l'alerter, car il la regarda vraiment dans les yeux pour la première fois depuis des jours. « Je sais que nous sommes occupés, que notre vie est compliquée, mais parfois je sens que nous devenons des étrangers qui partagent la même adresse. » Il s'arrêta, la fourchette en l'air, et Elena vit un instant de quelque chose, mais culpabilité, reconnaissance, passer sur ses traits. « Elena, tu n'as pas à dire quoi que ce soit, se hâta-t-elle d'ajouter, ne voulant pas briser le moment fragile. Je voulais juste que tu saches que je suis là. Que quand tu voudras parler ou juste être ensemble sans rien faire de particulier, je suis là. » Victor posa sa fourchette, et pendant un instant Elena pensa qu'il dirait quelque chose de significatif, quelque chose qui reconnaîtrait la distance croissante entre eux, quelque chose qui suggérait qu'il ressentait aussi la solitude qui planait sur leur appartement comme un brouillard persistant. Au lieu de cela,
Il toucha brièvement sa main, le premier contact physique volontaire depuis des semaines, et dit « Tu es une bonne épouse, Elena. J'apprécie tout ce que tu fais pour que notre vie fonctionne. Une bonne épouse ?» Les mots résonnèrent dans son esprit longtemps après qu'il fut parti au bureau, laissant la moitié de son petit déjeuner dans l'assiette, et une vague promesse qu'ils essaieraient de dîner ensemble pendant la semaine. Cette nuit-là, Elena s'allongea dans le lit king size qu'ils partageaient, mais qui ressemblait à un océan de soie froide entre eux. Victor était dans son bureau, la lumière encore allumée sous la porte, le doux bruit de touches tapées filtrant à travers les murs. Elle fixa le plafond, comptant les heures jusqu'à ce qu'il vienne se coucher silencieusement de l'autre côté du matelas, veillant à ne pas la toucher, même accidentellement, et c'est alors qu'Elena réalisa qu'elle était devenue experte à aimer quelqu'un qui était toujours dans la même pièce, mais jamais vraiment présent, toujours trop occupé pour remarquer qu'elle disparaissait lentement juste à côté de lui. La nuit du gala de charité arriva enveloppée d'un brouillard d'attente qu'Elena ne pouvait pas tout à fait définir. Était-ce la façon dont la lumière du coucher de soleil doré filtrait à travers les rideaux en soie, ou le fait que Victor n'avait passé que 2 appels professionnels au lieu de ses 5 habituels, mais quelque chose dans l'air semblait différent, chargé de possibilités. Elena choisit la robe bleu saphir avec un soin particulier, laissant la soie couler entre ses doigts avant de l'enfiler. Dans le miroir, elle vit une version d'elle-même qu'elle reconnaissait encore, élégante, sophistiquée, mais avec une étincelle dans les yeux qui avait été absente pendant des mois. Était-ce le moment? Être ce soir serait celui où elle parviendrait enfin à atteindre l'homme qu'elle avait épousé. « Tu es magnifique », dit Victor quand elle descendit les escaliers, et les mots firent battre son cœur jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il tapait sur son téléphone en parlant, ses yeux, ne se posant jamais vraiment sur elle. « Merci », répondit-elle, attendant qu'il range son téléphone, qu'il la regarde vraiment, qu'il commente être comment le bleu faisait ressortir ses yeux, ou comment elle avait coiffé ses cheveux différemment. Mais Victor se dirigeait déjà vers la porte, vérifiant sa montre avec la précision d'un homme pour qui la ponctualité était une vertu cardinale. Dans la voiture, Elena essaya de briser la glace. « J'ai lu sur l'organisation que nous soutenons ce soir. Leur travail sur l'alphabétisation des adultes est vraiment inspirant. Surtout le programme pour les mères célibataires qui... » Victor murmura, toujours absorbé par son écran. « Décholé, Elena. Les chiffres de Shanghai viennent d'arriver. » Elena s'adossa au siège en cuir doux, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Chaque tentative de connexion était comme essayer d'allumer une allumette dans le vent. Un bref éclat d'espoir, avant que l'obscurité ne revienne. La salle de l'événement était époustouflante, décorée d'arrangements floraux blancs et or, des centaines de personnes élégamment habillées circulant avec des flûtes de champagne. Elena connaissait cette danse. Sourire, saluer, faire la conversation sur des causes méritantes pendant que les hommes discutaient affaires, et les femmes comparaient bijoux et destinations de voyage. Victor, Elena. La voix stridente de Margaret Whitfield les atteignit à travers la foule. « Tu es absolument stunning. » Comme toujours, le couple parfait. Elena sourit poliment pendant que Margaret l'embrassait sur les joues. « Margaret, ravi de vous voir. J'ai entendu dire que vous envisagiez une maison dans les Hamptons pour l'été, » continua Margaret, ses yeux brillant à la perspective de ragots frais. « C'est vrai ?» Elena cligna des yeux, surprise. C'était la première fois qu'elle entendait parler de n'importe quelle maison dans les Hamptons. Elle regarda Victor, qui maintenait son expression d'affaire neutre. « Nous explorons encore les options, » répondit-il diplomatiquement, et Elena sentit la douleur familière de l'exclusion. Une autre décision sur leur vie qu'il envisageait sans la consulter. La soirée progressa dans sa chorégraphie prévisible. Victor fut entraîné dans des conversations sur des investissements et des opportunités de marché, pendant qu'Elena se retrouvait à faire ce qu'elle faisait toujours, être l'épouse charmante qui complimentait son image sans jamais vraiment être incluse dans les décisions importantes. Ce fut pendant la pause entre le dîner et les enchères qu'Elena prit une décision impulsive. Voyant Victor momentanément seul sur la terrasse en train de vérifier des messages, elle s'approcha avec une détermination renouvelée. « Victor, » dit-elle, touchant légèrement son bras. « As-tu une minute ?» Il leva les yeux et pour la première fois de la soirée, ses yeux se fixèrent vraiment sur elle. « Bien sûr. Qu'y a-t-il » Elena prit une profonde inspiration, sentant l'air frais de la nuit dans ses poumons. « Je me demandais, quand avons-nous fait quelque chose ensemble pour la dernière fois? Je veux dire, vraiment ensemble. Pas de téléphone, pas de travail, juste nous deux. » Victor fronça les sourcils comme si elle avait posé une question particulièrement complexe sur des fusions d'entreprises. « Eh bien, nous sommes ici ensemble maintenant. » « Ce n'est pas ce que je veux dire, » continua Elena, sa voix gagnant en urgence. « Je veux dire quelque chose comme, te souviens-tu quand nous étions fraîchement mariés et que tu as mentionné que tu avais toujours voulu visiter la Toscane? Et si nous planifions un voyage, juste quelques jours loin de tout? Nous pourrions visiter des vignobles, explorer des petites villes. Toscane, répéta-t-il comme si le mot était étranger. Elena,
Tu sais comment est le marché en ce moment. La fusion Techflow est encore en négociation. Et les investisseurs de Londres? Les investisseurs de Londres seront là quand nous reviendrons, l'interrompit doucement Helena. Victor, quand tu me regardes, que vois-tu? La question le prit au dépourvu. Il cligna des yeux, clairement mal à l'aise avec le tournant personnel de la conversation. Je vois mon épouse, une femme intelligente, élégante Qui quoi? Pressa Helena, faisant un pas plus près. Fini la phrase. Victor resta silencieux pendant un long moment, et Helena pouvait voir les rouages de son esprit tourner, cherchant la réponse appropriée, celle qui satisferait sans compromettre, qui enrichit ma vie. Dit-il enfin. Les mots étaient jolis, techniquement corrects, complètement vides d'émotions réelles. Helena sentit quelque chose se briser en elle, un petit espoir qu'elle avait gardé en vie, mourant définitivement. Comment? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Comment j'enrichis ta vie, Victor? Quand as-tu demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée et attendu vraiment la réponse? Quand avons-nous partagé un rire pour la dernière fois? Ou as-tu remarqué quand j'ai changé de coiffure, ou tu m'as simplement serré dans tes bras sans que ce soit une obligation sociale? Victor regarda autour de lui, clairement, mal à l'aise avec l'intensité émotionnelle de la conversation dans un cadre public. Helena, devrions-nous en discuter à la maison? À la maison, tu auras un appel urgent ou des emails à répondre ou des rapports à relire, dit Helena, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il y a toujours quelque chose de plus important. Mon travail est important, répondit Victor, sa voix gagnant une pointe défensive. C'est ce qui nous permet d'avoir la vie que nous avons. Quelle vie? Demanda Helena, et la question sortit chargée d'une tristesse si profonde qu'elle fit reculer Victor d'un pas. Victor, nous n'avons pas de vie. Nous avons un emploi du temps partagé. Nous avons une adresse commune. Nous avons des apparences à maintenir, mais la vie, la vraie vie. Quand as-tu touché pour la dernière fois sans que ce soit pour poser pour une photo? Le silence qui suivit fut assourdissant. Helena pouvait entendre la douce musique venant de la salle de bal, le murmure des conversations, le tintement des verres, toute la bande-son d'une vie sociale active se déroulant à quelques mètres tandis que son mariage s'effondrait sur la terrasse. Helena, commença Victor, mais sa voix sonnait comme celle d'un homme cherchant les bons mots pour mettre fin à une réunion difficile. Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde en ce moment, dit Helena, ignorant sa tentative de parler. Où irais-tu? Je ne comprends pas la pertinence de la question. Réponds quand même. Victor hésita, clairement confus sur où elle voulait en venir. Être Singapour. Il y a des opportunités d'investissement intéressantes dans les technologies propres. Helena ferma les yeux, sentant la brise nocturne sur son visage. Même dans ses fantasmes, il choisissait le travail. J'irai dans une petite ville sur la côte italienne, dit-elle doucement. Je louerai une chambre dans une auberge avec vue sur la mer. Je me réveillerai tôt pour regarder le lever du soleil, boire un café fort dans une tasse sans prétention, écrire des histoires sur des gens réels avec de vrais problèmes et un vrai amour. Elle ouvrit les yeux et le regarda. Vois-tu la différence, Victor? Tu rêves d'opportunités d'affaires. Je rêve de vie. Victor resta silencieux, son visage un masque de contrôle soigneux. Helena attendit, lui donnant une dernière chance de dire quelque chose. N'importe quoi qui suggère qu'il comprenait ce qu'elle essayait de communiquer. Devrions-nous rentrer? Dit-il enfin. Les gens vont commencer à se demander où nous sommes. Et voilà. Son souci n'était pas ce qu'elle ressentait, mais les apparences, ce que les autres penseraient s'ils remarquaient que le couple parfait avait disparu pour une conversation sérieuse. Helena hocha lentement la tête, sentant quelque chose d'essentiel se solidifier en elle, une clarté cristalline froide sur exactement où elle se situait dans la liste des priorités de son mari, et ce n'était même pas proche du sommet. Donc, bien sûr, dit-elle, sa voix revenant au ton poli et contrôlé qu'elle avait perfectionné au cours des 14 derniers mois. Nous ne voudrions pas que les gens réalisent que le couple parfait a des imperfections. Ils retournèrent ensemble dans la salle de bal, et pour tout observateur, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils avaient toujours ressemblé, élégants, coordonnés, impeccables. Mais Helena savait que quelque chose avait changé irréversiblement dans cette conversation sur la terrasse. Elle avait arrêté d'attendre des miettes d'attention et commencé à accepter qu'elle méritait être la miche entière. 3 jours après le gala de charité, Helena se réveilla avec un sentiment étrange, quelque chose entre nostalgie et rébellion, comme si une partie dormante d'elle-même s'étirait enfin après une longue hibernation. Victor était déjà parti au bureau, ne laissant que le parfum persistant de son après-rasage cher et l'impression encore tiède de l'endroit où il avait dormi, veillant soigneusement à maintenir sa moitié du lit king size. Helena resta immobile de longues minutes, fixant le plafond en plâtre orné qui avait coûté plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an. Pendant 14 mois, elle s'était réveillée dans ce lit luxueux, se sentant comme une étrangère dans sa propre vie. Aujourd'hui, pour la première fois, elle avait une idée différente. Sans se permettre de trop réfléchir à la décision, Helena se leva et alla au placard.
Elle passa les rangées de robes de créateurs, les chaussures qui coûtaient des milliers de dollars, jusqu'à ce qu'elle trouve au fond une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des mois. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvaient ses vêtements d'avant. Un jonc délavé, une blouse en coton bleu qu'elle avait achetée en solde, des baskets confortables qui connaissaient chaque coin de Brooklyn. Enfiler ces vêtements fut comme retrouver une version perdue d'elle-même. Dans le miroir, elle ne vit pas Madame Victor Langford, épouse ornementale d'un magnat des affaires. Elle vit Helena Thor, écrivaine, rêveuse. Femme qui croyait autrefois que les histoires avaient le pouvoir de changer les cœurs. Sans laisser de mots, après tout, Victor était rarement à la maison pour les lire. Helena prit son simple sac en cuir marron, et quitta le Penthouse. Dans l'ascenseur, elle respira profondément pour la première fois depuis des mois, se sentant étrangement légère sans le poids des attentes et des apparences qu'elle portait constamment. Le trajet en métro vers Brooklyn fut un voyage dans le temps. Helena observa les visages familiers des passagers, des gens réels vivant des vies réelles, inquiets pour les factures et les relations, et des rêves simples mais sincères. Une jeune mère berçait un bébé, murmurant des berceuses en espagnol. Un vieil homme lisait un livre de poésie usée, ses lèvres bougeant silencieusement avec les mots. Un couple d'adolescents riait de quelque chose sur leur téléphone, leurs doigts entrelacés avec la naturelle inconscient du jeune amour. Quand elle descendit à la station Prospect-Heights, Helena sentit une vague d'émotion si intense qu'elle dut s'arrêter et s'appuyer contre un mur. C'était son quartier, son monde, l'endroit où elle s'était sentie vivante pour la dernière fois. Les rues n'avaient pas beaucoup changé. Le même mélange éclectique de brownstone restaurés et de bâtiments d'appartements modestes. La même énergie vibrante d'une vraie communauté. Le café Page & Brew était toujours là, niché entre une laverie et une librairie d'occasion, sa façade en briques rouges familière comme une étreinte d'un vieil ami. Helena s'arrêta à la porte, regardant par la fenêtre. C'était exactement comme dans ses souvenirs. Des tables dépareillées, des chaises non assorties, des murs couverts d'art local et d'affiches d'événements littéraires. L'odeur de café fort et de rêves créatifs filtrait à travers la vitre. Helena Torres. Elle se tourna pour trouver Jordan Lee souriant vers elle, ses yeux s'illuminant d'une reconnaissance sincère. Jordan avait fait partie de son groupe d'écriture, un poète trentenaire qui travaillait comme professeur d'anglais le jour, et transformait ses observations sur la vie urbaine en vers qui faisaient pleurer les gens lors de soirées open mic. Jordan, la joie dans sa voix la surprit. « Mon Dieu, ça fait combien de temps ? » « Plus d'1 an, dit-il, et il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'il n'avait pas oublié où elle avait disparu ni pourquoi. « Tu as l'air différente. » Helena baissa les yeux, se rappelant le monde qu'elle avait laissé ce matin. Le Penthouse de Manhattan, les robes en soie, la vie qui ressemblait plus à un rôle qu'elle jouait qu'à une existence qu'elle vivait. Différente comment ? Plus polie, plus. Je ne sais pas. Comme si quelqu'un t'avait mise dans une vitrine. Jordan inclina la tête, étudiant son visage. Mais tes yeux sont les mêmes. Ils ont toujours cette fin. Fin d'histoire, de vérité, de vie qui vaut la peine d'être vécue. Il fit un geste vers la porte du café. Tu veux entrer ? Notre groupe se réunit toujours le mercredi. Ryan écrit toujours de la science-fiction atroce. Mia travaille toujours sur le même roman depuis 3 ans, et je suis toujours convaincu que je peux capturer l'âme de New York en haïkus. Helena rit. Un vrai rire spontané, du genre qu'elle n'avait pas produit depuis des mois. Ça sonne exactement comme dans mes souvenirs. À l'intérieur du café, ce fut comme entrer dans une machine à remonter le temps. Le même barista aux cheveux longs travaillait encore derrière le comptoir. Faisait toujours de l'art au lait. Les mêmes personnes intéressantes occupaient encore les tables. Des artistes griffonnant dans des carnets. Des étudiants universitaires débattant de philosophie. Des freelances tapant furieusement sur de vieux ordinateurs portables. 2 espressos, commanda Jordan, guidant Helena vers une table d'angle où il s'asseyait autrefois. Sauf si tu as développé un goût pour des boissons plus sophistiquées. L'espresso est parfait, dit Helena, se sentant plus elle-même à chaque minute qui passait. Ils s'assirent, et pendant un moment ils se regardèrent simplement. Helena pouvait sentir Jordan processer sa transformation, des vêtements chers qu'elle évitait maintenant à la coiffure parfaitement stylée qui avait remplacé ses boucles naturelles. Alors, dit-il enfin, comment va la vie de mariée ? La question la frappa comme un doux poignard. Comment expliquer qu'elle était mariée mais plus seule qu'elle ne l'avait jamais été ? Comment décrire le sentiment de partager un lit avec quelqu'un qui la traitait comme du mobilier de luxe ? Compliqué, admit-elle. Ah. Jordan hocha la tête comme s'il comprenait des volumes dans ce qu'elle n'avait pas dit. Et l'écriture ? Helena baissa les yeux sur sa tasse, voyant son reflet déformé à la surface sombre du café. Elle s'est arrêtée. Donc, tu t'es arrêté. Où elle s'est arrêtée ? La question était astucieuse. Typique de Jordan, qui parvenait toujours à aller droit au cœur des choses. Je me suis arrêté, admit-elle. Je n'y arrive pas. Les mots ne viennent plus. C'est comme si j'avais perdu ma voix. Jordan se pencha en avant, les coudes sur la petite table. Helena, te souviens-tu de ce que tu disais toujours sur l'écriture ?
Qu'est-ce que j'ai dit? Que l'écriture était comme respirer sous l'eau. Impossible pour la plupart des gens, mais essentiel pour ce nez avec des branchies. Il sourit doucement. Peut-être que le problème n'est pas que tu as perdu ta voix. Peut-être que c'est que tu essaies de respirer de l'air quand tu as besoin d'être sous l'eau. Elena sentit des larmes piquer ses yeux. Je ne sais plus où est sous l'eau. Ici, dit simplement Jordan, désignant le café autour d'eux. Avec des gens réels vivant de vrais problèmes, ressentant de vraies choses, pas dans des tours d'ivoire où tout est trop beau pour être vrai. Ils passèrent les 2 heures suivantes à parler de livres, de vie, des projets que Jordan poursuivait encore avec la passion infatigable qu'Elena se rappelait avoir eue autrefois. Il lui parla de ses élèves, du poème qu'il écrivait sur la gentrification, de comment il croyait encore que l'art pouvait changer le monde d'une personne à la fois. Mia a toujours ce carnet où nous faisions des exercices d'écriture, mentionna Jordan casuellement pendant qu'ils finissaient leur café. Des prompts aléatoires, des défis de 5 minutes. Te souviens-tu comment tu écrivais ces petites chefs-d'œuvre sur des gens que tu observais dans le métro? Elena s'en souvenait. Elle se rappelait le sentiment des mots coulant à travers ses doigts comme de l'eau, des personnages prenant vie en paragraphes, des histoires apparaissant complètes dans son esprit comme des cadeaux inattendus. Mercredi à 19 h, dit Jordan, se levant pour partir. Si tu veux, sans engagement, sans pression. Juste reviens sous l'eau pour quelques heures. Après son départ, Elena resta à la table, regardant la vie se dérouler autour d'elle. Un jeune couple partageait un muffin, se nourrissant mutuellement avec l'intimité décontractée qu'elle avait oubliée. Une femme âgée lisait de la poésie à voix haute pour elle-même, souriant à des vers qui touchaient quelque chose de profond dans son âme. Un groupe d'étudiants universitaires débattait passionnément d'un film, chacun parlant par-dessus les autres, mais tous clairement engagés et vivants. C'était la vraie vie, brute, imparfaite, magnifiquement chaotique. Et pour la première fois en 14 mois, Elena se rappela ce que c'était que d'être complètement présente dans sa propre existence. Au lieu d'observer de loin comme une spectatrice élégante, mais déconnectée. Quand elle se leva enfin pour partir, Elena savait que quelque chose de fondamental avait changé. Elle avait goûté à la vie à nouveau, et la fin dont Jordan avait parlé, la fin d'histoire, de vérité, de connexion réelle, s'éveillait en elle comme une force qui ne pouvait plus être ignorée. La question était, qu'allait-elle faire de cette fin maintenant qu'elle savait qu'elle était encore vivante? La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un mardi ordinaire, déguisé en routine. Elena avait passé toute la journée à préparer un dîner spécial. Pas parce que c'était un anniversaire ou une célébration, mais parce qu'elle avait désespérément besoin de quelque chose, n'importe quoi qui ressemble à de l'intimité. Elle avait acheté des ingrédients frais au marché bio, choisi le vin que Victor avait mentionné aimer des mois plus tôt, même allumé des bougies sur la table à manger qu'ils utilisaient rarement. À 19 h, elle était assise à la table parfaitement dressée, regardant la cire des bougies fondre lentement pendant que le saumon grillé refroidissait dans l'assiette. À 20 h, elle rangea la nourriture au réfrigérateur et souffla les bougies. À 21h30, Victor entra. « Désolé, Elena, dit-il, desserrant sa cravate en se dirigeant directement vers son bureau. Réunion d'urgence avec les investisseurs de Londres. As-tu mangé quelque chose pour le dîner? Elle se tint dans le couloir en le regardant disparaître derrière la porte du bureau. Le bruit familier de touches tapées commençant immédiatement. Pendant un moment fou, Elena envisagea de frapper à la porte, d'entrer sans permission, de faire une scène, d'exiger qu'il la voie, qu'il reconnaisse qu'elle avait passé des heures à préparer quelque chose de spécial qui était maintenant oublié dans le réfrigérateur, comme un autre geste gaspillé. Au lieu de cela, elle alla dans la chambre et s'allongea tout habillée sur les couvertures chères, fixant le plafond pendant que les heures passaient. Victor vint se coucher après minuit, se déplaçant silencieusement dans l'obscurité, veillant à ne pas la déranger. Ils dormaient à moins de 3 pieds l'un de l'autre et auraient aussi bien pu être sur différents continents. Le lendemain matin, Elena se réveilla avec une clarté cristalline qui l'effraya. Ce n'était pas une décision émotionnelle ou impulsive. C'était la réalisation froide et calculée qu'elle mourrait lentement un jour silencieux à la fois et que si elle ne faisait pas quelque chose de radical dans quelques années elle ne serait qu'une belle coquille vide. Parfaitement entraînée à sourire au bon moment, et jamais embêtée, personne avec ses sentiments. Victor suivit sa routine matinale avec la précision d'une montre suisse. Douche à 6h15, café à 6h45, revue des marchés asiatiques à 7h. Elena observa chaque mouvement familier, le mémorisant comme si c'était la dernière fois, ce qu'elle réalisa que c'était probablement « vol pour Boston aujourd'hui », mentionna-t-il casuellement, vérifiant ses emails sur son téléphone. « De retour demain soir. »« D'accord », répondit Elena, sa voix sonnant normalement même tandis que son cœur battait comme un oiseau sur le point de s'envoler d'une cage ouverte. Après le départ de Victor, Elena resta immobile dans la cuisine de longues minutes, écoutant l'écho de ses propres pensées dans le silence qui suivit. Puis, avec des mouvements délibérés, elle se dirigea vers le placard partagé. Elle ne prit pas grand-chose, juste l'essentiel, les choses qui étaient vraiment à elle,
pas les vêtements chers que Victor avait choisis ou les accessoires qui faisaient partie de son uniforme d'épouse trophée. Elle trouva sa vieille valise en cuir au fond du placard, celle qu'elle avait apportée de sa vie précédente, et la remplit de jeans, t-shirts, livres qu'elle avait essayé de lire mais n'avait jamais fini, parce que son esprit était toujours préoccupé par les apparences et les obligations sociales. Au fond d'un tiroir, elle trouva son vieil ordinateur portable, pas le MacBook Pro que Victor lui avait acheté pour les projets de charité, mais son vieux compagnon d'écriture, marqué par des années d'utilisation et plein d'histoires qui avaient autrefois coulé de ses doigts comme un souffle. La partie la plus difficile fut de décider quoi dire. Elena s'assit au bureau de la chambre, une belle pièce en acajou qu'elle n'avait jamais utilisée que pour ranger des invitations d'événements sociaux, et essaya de trouver des mots qui expliqueraient l'inexplicable. Comment dire à quelqu'un que vous partez non par colère, mais par autopréservation? Comment expliquer que ce n'est pas une punition, mais une survie? Enfin, elle écrivit, « Vic, je ne pars pas pour te punir. Je pars pour ne pas disparaître complètement. Pendant 14 mois, j'ai essayé d'être l'épouse dont tu avais besoin, élégante, pratique, invisible quand nécessaire. Mais quelque part dans le processus, j'ai arrêté d'être moi-même. J'ai arrêté d'écrire, arrêté de rêver, arrêté de croire que je mérite d'être vu et entendu et aimé pour qui je suis, pas pour ce que je représente. Tu es un bonhomme, Victor. Gentil à ta manière, généreux avec les ressources financières, toujours poli. Mais nous sommes des étrangers qui partagent une adresse, et je ne peux plus prétendre que c'est suffisant. Ne me cerque pas. Pas encore du moins. J'ai besoin de me rappeler qui j'étais avant de devenir ton épouse, et c'est quelque chose que je dois faire seule, Elena. Elle plia soigneusement le mot et le posa sur la commode de Victor à côté de sa bague de mariage. Cette simple bande de platine qui avait représenté la sécurité, pas l'amour. La lumière entrant par la fenêtre fit briller le métal, et Elena sentit une pointe de quelque chose qui n'était pas exactement du regret, mais une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Elena prit son sac et sa valise, jeta un dernier regard à l'appartement qui avait été sa prison dorée pendant plus d'1 an, et marcha vers la porte. Dans l'ascenseur, elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux, sentant un mélange étrange de terreur et de libération. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Elena émergea dans le monde comme une femme qui renaissait, effrayée, incertaine sur l'avenir, mais enfin glorieusement vivante. Elle avait réservé un petit appartement à Queens via une annonce en ligne. Un modeste studio qui coûtait moins en un mois que Victor ne dépensait en 20 en une semaine. Il était minuscule comparé aux Penthoses. Mais quand Elena ouvrit la porte et vit la lumière du soleil entrer par la seule fenêtre, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Dans les jours qui suivirent, Elena redécouvrit de petits plaisirs qu'elle avait oubliés. Faire les courses dans un marché où elle devait vérifier les prix, cuisiner des repas simples dans une cuisine de la taille d'un placard, s'asseoir sur l'échelle de secours qui servait de balcon improvisé, regardant la vraie vie se dérouler dans les rues en bas. Et pour la première fois en 14 mois, elle écrivit, pas des histoires polies sur des gens parfaits dans des situations idéalisées, mais des mots crus, honnêtes sur la solitude et la découverte, sur une femme apprenant à s'aimer assez pour choisir l'authenticité plutôt que la commodité. C'était la vraie vie, imparfaite et belle, et Elena la vivait enfin au lieu de juste l'observer de loin. 3 jours après son départ, son téléphone commença à sonner. Victor Langford avait construit toute sa vie adulte sur la fondation inébranlable de la routine. Se réveiller à 6 heures du matin. Marché asiatique, café fort, décision calculée qui déplaçait des millions de dollars avec la froideur de quelqu'un qui avait appris que les émotions étaient des luxes dangereux dans le monde des affaires. Pendant 14 mois, Elena avait fait partie de cette routine, une présence constante et réconfortante, comme le bourdonnement presque imperceptible de la climatisation, ou le poids familier de sa montre Patek Philippe à son poignet. C'est pourquoi, quand il rentra de Boston jeudi soir, et ne trouva que le silence, là où il aurait dû y avoir au moins le doux bruit de la télévision ou le bruit familier d'Elena se déplaçant dans la cuisine, sa première réaction fut la confusion, pas l'alarme. « Elena » appela-t-il, posant sa valise dans l'entrée avec le même geste économique que toujours. « Je suis rentré. » Silence. Victor fronça les sourcils, vérifiant sa montre. 20h15. Elle devrait être là. Elena était toujours là quand il arrivait, une constante dans sa vie aussi prévisible que le lever du soleil. Être qu'elle dormait ou était dans le bain ou parlait au téléphone avec sa mère. Ce ne fut que quand il monta à la chambre et vit le mot plié sur sa commode à côté du petit cercle de platine qu'il avait passé à son doigt 14 mois plus tôt que la réalité le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Les premières lignes du mot semblaient écrites dans une langue étrangère. Son cerveau entraîné à traiter des rapports complexes et des analyses financières intricées refusait de comprendre les simples mots qu'Elena lui avait laissés. « Je ne pars pas pour te punir. Je pars pour ne pas disparaître complètement. » Victor s'assit lourdement au bord du lit, relisant le mot une deuxième fois, puis une troisième. Chaque mot était comme une révélation choquante sur un monde qui avait existé juste à côté du sien, mais qu'il n'avait jamais vraiment vu.
Pendant 14 mois j'ai essayé d'être l'épouse dont tu avais besoin, élégante, pratique, invisible quand nécessaire. Invisible. Victor cligna des yeux, confus. Elena n'était pas invisible. Elle était toujours là, toujours parfaitement assemblée, toujours prête pour les événements sociaux, toujours. La réalisation vint lentement, comme de l'eau froide montant dans sa poitrine. Quand avait-il vraiment demandé pour la dernière fois comment Elena avait passé sa journée? Quand avait-il remarqué pour la dernière fois si elle semblait triste ou heureuse ou fatiguée? Quand avait-il regardé pour la dernière fois? Vraiment regardé, au lieu de simplement confirmer qu'elle était là où il s'attendait à la trouver. Nous sommes des étrangers qui partagent une adresse. Victor sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, une oppression qu'il ne pouvait identifier. Il se leva brusquement, comme si le mouvement pouvait disperser l'inconfort, et commença à marcher dans l'appartement. C'est alors qu'il commença à remarquer des choses. La table à manger était dressée pour 2 assiettes élégantes, couverts en argent, 2 verres à vin. Il y avait des restes de bougies fondues dans les chandeliers. Dans le réfrigérateur, il trouva un dîner élaboré soigneusement rangé dans des contenants, intacts. Mardi. Elle avait préparé un dîner spécial mardi, et il était arrivé en retard, marmonnant des excuses distraites avant de s'enfermer dans le bureau jusqu'après minuit. Combien d'autres occasions comme celle-ci avait-il manqué? Combien de gestes silencieux d'amour ou de tentatives de connexion avait-il ignoré sans même s'en rendre compte? Victor prit le téléphone avec des doigts qui tremblaient imperceptiblement, un phénomène qui l'aurait alarmé dans n'importe quelles autres circonstances, car Victor Langford ne tremblait jamais. Il appela le numéro d'Elena, écoutant l'écho de la sonnerie dans le vide jusqu'à ce que la messagerie vocale réponde. « Elena. C'est moi. Rappelle-moi s'il te plaît. Nous devons parler. » Il raccrocha et rappela immédiatement. « Elena, j'ai lu ton mot. Je ne comprends pas. Je veux dire, je comprends que tu es contrariée, mais nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions parler comme des adultes. » Au 3e appel, sa voix commença à se briser. « S'il te plaît, dis-moi juste où tu es. Je suis inquiète. » Elena ne rappela pas. Dans les jours qui suivirent, Victor découvrit que l'absence d'Elena était comme l'absence de gravité. Quelque chose que l'on ne remarque jamais jusqu'à ce qu'il ne soit soudainement plus là. Et alors tout ce qu'on pensait solide et prévisible commence à flotter dans des directions inattendues. Le Penthouse, qui avait toujours été un sanctuaire d'ordre et d'élégance, ressemblait maintenant à un mausolée. Le silence n'était plus la paix, mais l'oppression. Les matins perdirent leur rythme réconfortant. Il n'y avait plus le doux bruit d'Elena se déplaçant dans la cuisine. Plus le parfum familier de son parfum flottant dans l'air. Plus la présence silencieuse mais constante qui était devenue l'arrière-plan de sa vie quotidienne. Victor essaya de maintenir sa routine mais découvrit que les routines construites autour de 2 personnes s'effondrent rapidement quand l'une d'elles disparaît. Il fit du café pour 2 par habitude. Posait 2 tasses avant de se rappeler. Il vérifiait automatiquement si Elena était prête avant de partir pour des événements sociaux, pour ne trouver qu'un appartement vide et l'écho de ses propres pas. C'était vendredi soir, assis seul dans la salle à manger avec un repas acheté dans un restaurant cher qui n'avait pas de goût, que Victor admit enfin à lui-même une vérité qu'il avait évitée pendant 4 jours. Il lui manquait. Pas juste la commodité de sa présence ou la façon dont elle complimentait son image publique, mais elle, Elena, la femme qui riait doucement en lisant des livres, qui sentait toujours les fleurs et quelque chose d'indéfinissablement réconfortant, qui le saluait chaque matin avec un sourire sincère, même quand il levait à peine les yeux de son téléphone. La réalisation le frappa avec une force qui le laissa sans souffle. Il avait passé 14 mois à vivre aux côtés d'une femme extraordinaire et l'avait traitée comme du mobilier de luxe. Samedi matin, Victor fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il annula tous ses engagements professionnels. Au lieu d'aller au bureau, il resta dans l'appartement, errant dans les pièces comme un fantôme dans sa propre vie, essayant de reconstruire des souvenirs de moments qu'il avait manqués en étant trop physiquement présent seulement. Il trouva un carnet qu'Elena avait laissé derrière, caché dans un tiroir de bureau. Les pages étaient remplies de débuts d'histoire, de fragments de poèmes, d'observations sur la vie qui révélaient une profondeur émotionnelle et une perspicacité qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir. Une entrée datée d'1 mois plus tôt le fit arrêter de respirer. Aujourd'hui, Victor m'a regardé pendant le petit déjeuner. Vraiment regardé, pas juste confirmé que j'étais là. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il dirait quelque chose, qu'il demanderait sur le livre que je lisais ou sur les plans de la journée, mais alors le téléphone a sonné et le moment s'est évaporé comme de la vapeur. Parfois je me demande s'il remarquerait si je disparaissais progressivement un peu chaque jour jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'une vague impression qu'il manque quelque chose. Victor ferma le carnet avec des mains visiblement tremblantes. Maintenant Elena n'était pas partie sur un coup de tête ou un drame féminin comme il l'avait initialement supposé. Elle était partie parce qu'elle disparaissait littéralement et il avait été trop aveugle, trop occupé, trop émotionnellement absent pour le remarquer. C'est alors qu'il prit une décision qui aurait semblé impossible une semaine plus tôt. Pour la première fois de sa carrière,
Victor Langford allait demander de l'aide pour quelque chose qu'il ne pouvait pas résoudre avec des tableurs ou des stratégies d'affaires. Il avait besoin de trouver sa femme. Et quand il la trouverait, il avait besoin d'apprendre à l'aimer avant qu'il ne soit trop tard. Il fallut 3 jours d'appels téléphoniques désespérés, d'enquêtes privées discrètes, et enfin une visite humiliante chez la meilleure amie d'Elena pour que Victor découvre où elle était. Sofia Ramirez avait été sceptique dès le premier instant, observant l'homme impeccablement vêtu qui se présenta à sa porte à Brooklyn, comme s'il était une espèce exotique perdue du zoo. « Elle ne veut pas te parler », avait dit Sofia, croisant les bras sur sa poitrine avec la farouche protection d'une amie qui avait consolé Elena pendant des nuits de larmes silencieuses au cours des mois passés. « S'il te plaît », avait supplié Victor, et le mot sonnait étrange dans sa bouche. Quand avait-il supplié pour quoi que ce soit pour la dernière fois? « J'ai juste besoin de 5 minutes. 5 minutes pour expliquer. » « Expliquer quoi ?» avait répliqué Sofia. « Comment tu as passé 14 mois à traiter ma meilleure amie comme du papier peint cher ?» La vérité dans les mots de Sofia coupa plus profondément que n'importe quelle critique d'affaires que Victor ait jamais reçue. Mais quelque chose dans son désespoir sincère dut la toucher car elle murmura. « Enfin, Garpen, train 347 pour Philadelphie, mais Victor, si tu lui fais du mal à nouveau, je veillerai personnellement à ce que tu le regrettes. » Maintenant Victor courait à travers la Garpen comme un homme possédé, son costume Armani froissé, les cheveux en désordre pour la première fois depuis des décennies, cherchant désespérément un visage familier parmi des centaines d'étrangers. Sa respiration était irrégulière. Quand avait-il couru pour la dernière fois? Et il pouvait sentir la sueur se former sous la chemise chère qu'il avait choisie si soigneusement ce matin, pensant que les apparences importaient. Les apparences n'importaient pas. Rien n'importait sauf trouver Elena avant qu'elle ne disparaisse de sa vie pour toujours. Il la vit près du quai 7, assis sur une chaise en plastique avec une petite valise à ses pieds, pas la bagagerie Louis Vuitton qu'il lui avait achetée, mais une vieille valise en cuir marron qui avait dû voir des années de voyage. Elle portait un joint et une blouse simple. Ses cheveux lâches autour de ses épaules au lieu de la coiffure sophistiquée à laquelle il s'était habitué. Elle avait l'air plus jeune ainsi, plus elle-même, plus la femme qu'il avait épousée mais jamais vraiment connue. Elena. Elle leva les yeux et Victor vit la surprise, puis la douleur, puis une résignation fatiguée passer sur ses traits. « Victor, comment m'as-tu trouvé ?» Sofia. Il s'approcha lentement comme si elle était un animal sauvage qui pourrait fuir à tout mouvement brusque. « S'il te plaît ne monte pas dans ce train. » Elena soupira, une longue exhalation triste. « Victor, nous en avons déjà parlé, ou essayé. En fait, j'ai essayé de parler. Tu avais des appels plus importants. Il n'y a pas d'appel plus important que toi. » Les mots sortirent avec une urgence qui le surprit. « Elena. J'ai lu ton mot. Je l'ai lu une 50aine de fois. Et tu as raison surtout. Je t'ai traité comme du mobilier. Je t'ai ignoré. Jay. Je ne savais même pas de quelle couleur étaient tes yeux jusqu'à hier soir quand j'ai regardé une photo de nous et vraiment prêté attention pour la première fois. » Elena cligna des yeux, des larmes commençant à se former. « Marron, murmura-t-elle. Ils sont marrons avec de petites taches dorées. »« Marron avec des taches dorées, » répéta Victor, mémorisant. « Comme la façon dont tu prends ton café. Pas de sucre, juste une goutte de crème. Comment tu mordis ta lèvre inférieure, quand tu te concentres en lisant. Comment tu laisses toujours un marque-page exactement au milieu du livre, même quand tu n'es qu'à la page 10. » Elena le fixa, le choc remplaçant la résignation. « Tu as remarqué ces choses ?»« J'ai remarqué tout, » dit Victor, sa voix se brisant. « Je n'ai juste jamais vraiment prêté attention, et c'est impardonnable. » L'annonce résonna dans la gare. Train pour Philadelphie, quai 7, embarquement dans 10 minutes. Elena se leva, prenant sa valise. « Victor, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus être invisible dans ma propre vie. »« Tu n'étais pas invisible, » dit Victor désespérément, puis s'arrêta, se forçant à être honnête. « Tu étais invisible pour moi. Et ça fait de moi le plus grand idiot du monde, parce que tu es. Tu es extraordinaire. Elena. Tu es gentille et intelligente et drôle. Et quand tu souris, et vraiment souris, pas ces sourires polis aux événements, c'est comme si le monde entier s'illuminait. » Elena s'arrêta, valise en main, des larmes coulant librement sur ses joues. « Pourquoi dis-tu ces choses maintenant? Pourquoi pas il y a 14 mois quand je suppliais pour n'importe quel signe que tu me voyais comme une personne réelle ?» Victor prit une profonde inspiration, sachant qu'il devait dire toute la vérité, peu importe à quel point ça faisait mal. « Parce que j'avais peur. Parce qu'il y a 7 ans, j'ai perdu ma femme et ma petite fille dans un accident de voiture. Laura avait 32 ans. Sofia n'en avait que 4. Je les aimais tellement que quand elles sont mortes, j'ai pensé que j'allais mourir aussi. » Elena lâcha sa valise, ses mains volant pour couvrir sa bouche. « Victor. Pourquoi? Tu ne me l'as jamais dit. J'ai fait des règles après ça, » continua-t-il, sa voix étouffée. « Des règles pour ne jamais me permettre d'aimer comme ça à nouveau, pour ne jamais devenir assez vulnérable pour que perdre quelqu'un me détruise complètement.
Je pensais pouvoir avoir un mariage civilisé, respectueux, sûr. Je pensais pouvoir maintenir une distance émotionnelle et être quand même un bon mari. Mais on ne peut pas aimer à distance, murmura Elena. Non, admit Victor. Et toi, tu m'as fait ressentir à nouveau, Elena. Même quand j'essayais désespérément de ne pas ressentir. La façon dont tu te souciais de moi, comment tu essayais de m'inclure dans de petits moments, comment tu me regardais comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu, ça m'effrayait. Elena fit un pas vers lui, et Victor put voir la compréhension naissante dans ses yeux. Donc, tu t'es éloigné? Je me suis éloigné, confirma-t-il. Et j'ai presque perdu la personne la plus importante qui soit entrée dans ma vie depuis. Depuis Laura et Sophia. La deuxième annonce. Dernier appel pour le train vers Philadelphie. Elena, dit Victor, sa voix à peine un murmure désespéré. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que j'ai passé 14 mois à prouver que je suis un mari terrible, mais si tu me donnes l'opportunité, juste une opportunité, je passerai le reste de ma vie à apprendre à t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Elena pleurait ouvertement. Maintenant, ses épaules secouaient. Victor. Il fit un pas plus près, puis un autre, jusqu'à être assez proche pour voir les petites taches dorées dans ses yeux marrons. Tu as dit que tu ne partais pas pour me punir, mais pour ne pas disparaître complètement. Eh bien, je comprends maintenant parce que ces 4 derniers jours sans toi ont été comme disparaître, et je ne veux pas disparaître, Elena. Je veux vivre. Je veux vraiment vivre avec toi. Il leva une main tremblante, touchant doucement son visage, ses doigts traçant la ligne des larmes sur sa joue. Tu es complètement, absolument aimé, murmura-t-il, faisant écho à des mots qu'il avait autrefois rêvé de dire, et vraiment sincèrement. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, laisse-moi prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Elena ferma les yeux, se penchant dans son toucher comme une fleur cherchant le soleil. Quand elle les rouvrit, Victor vit quelque chose qui fit battre son cœur. L'espoir. Tu promets? Demanda-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. Promets que tu me verras. Vraiment me verras? Je promets. Dit Victor. Et puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 7 ans. Il se pencha et embrassa sa femme. Ce fut un baiser rempli de 14 mois de mots non dits, de chances perdues, d'amour qui avait existé mais jamais été correctement nourri. Il était désespéré et tendre à la fois, chargé de promesses et de possibilités. Elena se fondit en lui, ses mains agrippant sa chemise comme s'il était une ancre dans la tempête. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient irrégulièrement, front touché, le monde réduit à juste deux au milieu du chaos de la gare. « Rentre à la maison avec moi », murmura Victor. Contre ses lèvres. « Rentre à la maison et laisse-moi passer le reste de ma vie à prouver que tu es la chose la plus précieuse de mon monde. » Elena hocha la tête à travers ses larmes, et Victor sut qu'il recevait le cadeau le plus précieux de sa vie, une seconde chance de bien faire l'amour. Ils ne retournèrent pas au Pantas de Manhattan. L'idée émergea silencieusement alors qu'ils quittaient la gare Penn, doigts entrelacés comme des adolescents découvrant le premier amour, tous deux sachant qu'ils avaient besoin d'un espace neutre pour reconstruire ce qui avait été brisé. Victor arrêta un taxi et murmura une adresse qu'Elena ne reconnut pas. Un hôtel-boutique discret à Midtown, loin des souvenirs de silences glaciaux et de dîners gâchés. « Je ne veux pas que nous retournions dans cet appartement tout de suite, » dit Victor doucement pendant que le taxi naviguait dans la circulation. « Je veux recommencer à zéro, juste nous deux, sans les ombres de qui nous étions quand nous ne savions pas nous aimer. » Elena hocha la tête, comprenant parfaitement. Le Pantouz était plein de fantômes, de sa disparition graduelle, de lui trop occupé pour remarquer. Ils avaient besoin d'un endroit propre sans histoire où ils pourraient découvrir qui ils étaient quand ils étaient vraiment présents l'un pour l'autre. La chambre était simple mais élégante. Lit king size avec des draps blancs impeccables, fenêtre offrant une vue sur la ville pulsant en bas, lumière douce filtrant à travers des rideaux en lin. Quand la porte se ferma derrière eux, un silence différent s'installa. Pas le silence étouffant de mois de distance émotionnelle, mais le silence expectant de deux personnes qui savaient qu'elles étaient au bord de quelque chose de transformateur. Elena resta près de la fenêtre, soudain nerveuse. 14 mois de mariage, et elle se sentait comme une vierge le soir de ses noces, non pas parce qu'ils n'avaient jamais partagé d'intimité physique, mais parce qu'ils n'avaient jamais partagé une vraie intimité émotionnelle. Toutes les fois précédentes avaient été des transactions polies, l'accomplissement de devoirs conjugaux sans la vraie reddition des cœurs. Elena, dit Victor doucement, s'approchant lentement, comme il l'avait fait à la gare. Regarde-moi. Elle se tourna, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Ce n'était pas le regard distant et contrôlé qu'elle connaissait, mais quelque chose de cru et vulnérable et complètement focalisé sur elle. Pour la première fois depuis plus d'1 an, Victor Langford était vraiment présent. Pas physiquement, mais émotionnellement présent. Tout son être concentré sur la femme devant lui. « Tu trembles » observa-t-il, levant une main pour toucher doucement son visage. « Je suis nerveuse » admit Elena, se penchant dans son toucher. « C'est étrange. N'est-ce pas? Être nerveuse avec mon propre mari. »
Ce n'est pas étrange, murmura Victor, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une révérence qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Nous sommes des étrangers à bien des égards. Mais je veux te connaître, Helena. Je veux connaître chaque pensée, chaque rêve, chaque petit détail qui fait de toi toi. Il se rapprocha jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur rayonnant de son corps. Le parfum familier de son après-rasage mélangé à quelque chose d'autre. De l'anxiété peut-être, ou de l'anticipation. Ses mains trouvèrent sa taille, s'y posant avec une hésitation qui parlait d'un homme demandant la permission au lieu d'assumer des droits. Puis-je ? Demanda-t-il, et la question portait le poids de tous les consents qu'il n'avait jamais cherchés, toutes les connexions qu'il avait laissé filer. Oui, murmura Helena, et le mot sortit chargé de 14 mois de faim émotionnelle, de nuit dormant à côté de quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment touché. Le baiser cette fois était différent de celui désespéré à la gare. C'était exploration et découverte. Victor prenant le temps de mémoriser la forme de ses lèvres. La façon dont elle soupirait doucement quand il approfondissait le baiser. Comment ses mains agrippaient sa chemise comme si elle craignait qu'il disparaisse. « Tu es si belle », murmura-t-il contre ses lèvres, les mots sonnant comme une prière. « Comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es absolument stunning ?» Helena sentit des larmes piquer ses yeux, non de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il était presque douloureux. « Victor. »« Chut », murmura-t-il, embrassant les larmes sur ses joues. « Laisse-moi te montrer à quel point tu comptes pour moi. Laisse-moi t'aimer. Comme j'aurais dû t'aimer, dès le premier jour. » Ses mains trouvèrent les boutons de sa blouse, mais se déplacèrent avec une lenteur délibérée qui parlait d'un homme savourant chaque instant. Helena observa son visage pendant qu'il la déshabillait. La concentration intense, la façon dont ses yeux s'adoucissaient, chaque fois qu'il rencontrait les siens, comme s'il s'assurait constamment qu'elle était présente, consentante, désirante. Quand la blouse glissa de ses épaules, Victor s'arrêta, la regardant simplement avec une admiration qui fit se sentir Helena comme une œuvre d'art, appréciée pour la première fois. « Tu es parfaite », dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Absolument parfaite. » Helena leva ses propres mains vers les boutons de sa chemise, ses doigts tremblant légèrement. « À mon tour de te voir », murmura-t-elle, et Victor resta parfaitement immobile pendant qu'elle le déshabillait, la laissant découvrir le corps de l'homme avec qui elle avait partagé un lit, mais jamais vraiment exploré. Quand ils furent peau contre peau, Victor la guida doucement vers le lit, ses mains ne cessant jamais de toucher, traçant ses épaules, mémorisant la courbe de sa taille, découvrant de petites marques et imperfections qui racontaient l'histoire de sa vie avant lui. « Dis-moi, » dit-il, embrassant une petite cicatrice sur son épaule. « Je suis tombé de mon vélo à 8 ans, » rit doucement Helena, puis soupira quand il embrassa l'endroit à nouveau. « J'ai pleuré plus pour la glace que j'ai fait tomber que pour la blessure. » Et ça, ses lèvres trouvèrent une tache de naissance sur ses côtes. « Je l'ai toujours détesté quand j'étais petite. Ma mère disait que c'était des empreintes d'ange de quand ils m'ont formé. » Victor leva la tête pour regarder dans ses yeux. « Ta mère avait raison. Tu as été formé par des anges. » C'était conversation et découverte et adoration tout à la fois. Victor traitant chaque partie d'elle comme un territoire sacré à explorer avec révérence. Quand ils se joignirent enfin, ce fut avec une intimité qui transcendait le physique, yeux verrouillés l'un sur l'autre, souffle se mêlant, corps bougeant, en parfaite harmonie de deux personnes enfin complètement présentes. Helena, pressée dans son nom comme un mantra, comme une prière, comme le mot le plus important qu'il ait jamais prononcé. « Ma Helena. Je suis là », murmura-t-elle en retour, main encadrant son visage, le forçant à maintenir le contact visuel même dans les moments les plus intenses. « Je suis là, et tu es là, et nous sommes réels. » Après, ils restèrent enlacés dans les draps blancs, la ville brillant à travers les fenêtres comme un témoin silencieux de leur réconciliation. Victor traça des motifs paresseux sur la peau nue d'Helena, s'arrêtant occasionnellement pour embrasser une épaule ou murmurer des mots d'adoration dans ses cheveux. « Je ne veux pas que cette nuit se termine, » confessa-t-il, voix basse dans la pénombre de la chambre. « J'ai peur que si nous dormons, je me réveille et découvre que c'était un rêve. » Helena se tourna dans ses bras pour pouvoir regarder dans ses yeux. « Ce n'était pas un rêve. Nous sommes réels. Victor. Cette connexion est réelle et elle ne disparaîtra pas parce que tu as enfin décidé d'être présent pour elle. Comment peux-tu en être sûr ?» demanda-t-il, vulnérabilité, crue dans sa voix. Helena sourit, touchant son visage avec des doigts doux. « Parce que maintenant je sais que tu me vois. Vraiment my voice. Et une fois que tu apprends à voir quelqu'un, vraiment le voir, tu ne peux plus prétendre qu'il est invisible. » Victor captura sa main, embrassant sa paume. « Tu as raison. Je ne te traiterai plus jamais comme invisible. Je ne tiendrai plus rien pour acquis. Tu es le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu, et j'ai presque complètement gâché ça. » « Presque ?» Helena sourit, se blottissant plus près. « Mais tu ne l'as pas gâché. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là, » répéta Victor. Et dans les mots, il y avait promesse, gratitude, et le début d'un amour qui avait enfin la permission de grandir sans peur ni réserve. Dehors, la ville ne dormait jamais,
mais dans la chambre d'hôtel, deux cœurs qui s'étaient perdus l'un pour l'autre trouvèrent enfin leur chemin de retour à la maison. 6 mois plus tard. Elena se réveilla un matin de dimanche avec une lumière dorée filtrant à travers des rideaux qu'elle avait choisis elle-même, pas les lourds rideaux en soie qu'un décorateur avait sélectionnés pour correspondre à l'esthétique du Penthouse, mais un simple lin crème qui laissait la lumière naturelle danser dans les pièces comme une musique visuelle. La différence était plus que décorative. Elle était philosophique. C'était la différence entre vivre dans une vitrine et vivre dans une maison. « Bonjour, ma belle », vint la voix familière de Victor. Mais il y avait une qualité dedans qui la surprenait encore après des mois. Une tendresse sincère, une chaleur qui transformait de simples mots en caresses verbales. Elena se tourna pour le trouver en train de la regarder avec cette expression qu'elle avait apprise à reconnaître et chérir. Une focalisation complète, une présence totale, comme si elle était la chose la plus fascinante de l'univers. Dans les premiers jours après leur réconciliation, elle testait parfois cette attention, cherchant des signes qui la forçaient, feignaient l'intérêt, mais le temps avait prouvé que la transformation de Victor était sincère. Il avait appris l'art d'être présent, et il le pratiquait avec la même dévotion qu'il réservait autrefois uniquement aux affaires. « Bonjour », répondit-elle, s'étirant langoureusement. « Quelle heure est-il » 9h15. Tu as dormi tard. Ce qui signifie que tu as encore écrit jusqu'après minuit. Il y avait une note de fierté douce dans sa voix qui faisait encore battre le cœur d'Elena. Comment avance le nouveau livre? Elena sourit, pensant au manuscrit qui grandissait régulièrement sur son bureau. Pas le bureau d'écriture en acajou formel qu'elle n'avait jamais utilisé, mais une simple table en bois que Victor avait trouvée sur un marché aux puces à Brooklyn, insistant pour qu'elle choisisse exactement ce qu'elle voulait pour son espace d'écriture. Bien. Vraiment bien, en fait. Elle s'assit, tirant ses genoux contre sa poitrine. C'est étrange d'écrire sur l'amour, quand je sais enfin ce que ça fait vraiment. Victor se rapprocha, s'asseyant au bord du lit et tendant une tasse de café, préparée exactement comme elle l'aimait. Une découverte qu'il avait faite non par observation distante, mais en demandant directement, en prêtant attention, en se rappelant. « Raconte-moi l'histoire », dit-il. Et Elena savait qu'il était sincèrement intéressé, pas juste en train de faire la conversation polie. « C'est l'histoire d'une femme qui se perd en essayant d'être qui les autres ont besoin qu'elle soit », expliqua Elena, buvant une gorgée du café parfait. Et d'un homme si occupé à construire des murs, pour protéger son cœur qu'il ne remarque pas quand quelqu'un de spécial essaie de l'atteindre. « Ça me semble familier », dit Victor avec le sourire autodérisoire qu'elle avait appris à aimer. « Fin heureuse. Je l'écris encore, mais... oui, définitivement une fin heureuse parce que parfois les gens peuvent apprendre, parfois ils peuvent changer, et parfois le vrai amour vaut la peine d'être combattu. » Victor embrassa sa tempe, un geste si naturel maintenant qu'Elena pouvait à peine se rappeler quand il devait réfléchir avant de la toucher. « À propos de combattre pour des choses qui en valent la peine, il y a une surprise pour toi en bas. » Elena haussa un sourcil. « Quel genre de surprise ? » Le genre qui implique la fondation dont nous avons parlé et peut être quelques visiteurs spéciaux. Curiosité piquait. Elena s'habilla rapidement et suivit Victor au salon, qu'ils avaient complètement redécoré au cours des mois passés. Maintenant il y avait des plantes partout. Pas des arrangements floraux formels changés 2 fois par semaine, mais de vraies plantes qu'ils arrosaient ensemble, qui grandissaient et parfois mouraient et devaient être remplacées, qui rendaient l'espace vivant, au lieu de parfait. Les murs affichaient maintenant de vraies photographies, pas de l'art abstrait cher choisi par des décorateurs, mais des images qui racontaient leurs histoires. Elena et Victor à leur cérémonie de remariage à Central Park, entourés d'amis réels au lieu d'associés d'affaires. La famille d'Elena visitant pour la première fois. Sa mère clairement émue mais essayant de cacher son impression de l'appartement. Victor et Elena couverts de peinture pendant un week-end où ils décidèrent de peindre son bureau ensemble. Elena. La voix de sa mère la fit se tourner brusquement. Sofia Torres était assise sur le canapé, rayonnante de santé. Les traitements avaient fonctionné mieux que quiconque n'avait osé l'espérer, discutant animément avec 2 femmes qu'Elena ne reconnut pas immédiatement. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elena serra sa mère dans ses bras, confuse mais ravie. « Victor m'a amené en surprise », expliqua Sofia, ses yeux brillant d'une approbation évidente, « et il voulait que tu rencontres des gens spéciaux. » Victor s'approcha, passant son bras autour de la taille d'Elena avec la naturelle d'un homme qui avait appris que l'affection publique n'était pas une faiblesse mais une force. « Elena, je veux te présenter Mia Ramirez et Olivia Lee. Elles dirigent des programmes d'alphabétisation à Harlem et Queens, respectivement. » Elena salua les femmes, encore confuses sur le but de la réunion jusqu'à ce que Victor continue. « Elles sont ici pour discuter de la fondation Elena Torres pour l'alphabétisation et les arts créatifs. » Le monde s'arrêta. Elena fixa Victor. Puis les 2 femmes souriantes, puis sa mère, qui était clairement dans le coup pour quelque chose qu'elle ne savait pas. « La quoi ? Tu as mentionné il y a des mois que tu voulais faire quelque chose de significatif, » expliqua Victor, une nervosité inhabituelle dans sa voix, « quelque chose qui combine ta passion pour l'écriture
avec aider les autres à découvrir leur voie. Donc, j'ai commencé à rechercher et j'ai découvert qu'il y a un besoin désespéré pour des programmes qui n'enseignent pas juste à lire, mais qui aident les gens à trouver leurs propres histoires, leur propre voie. Mia Ramirez Sepenchanawant. Madame Langford, votre mari nous a parlé de votre parcours en écriture, de votre passion pour le storytelling. Ce que nous proposons est révolutionnaire. Pas juste des classes d'alphabétisation, mais des ateliers d'écriture créative, des programmes qui aident les gens à traiter les traumatismes à travers le storytelling, des initiatives qui donnent une voix aux sans-voix. Ce serait votre projet, ajouta Olivia. Votre vision, votre leadership. Nous fournissons les connexions communautaires et l'expertise éducative. Vous apportez la vision créative et la passion. Elena sentit des larmes commencer à se former. Pendant des mois, elle s'était sentie reconnaissante pour le retour de son mariage, pour redécouvrir l'amour. Mais il y avait une partie d'elle qui aspirait encore à un but au-delà du bonheur personnel. Jay. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, murmura sa mère. Ma fille a toujours eu un don avec les mots. Je savais toujours qu'un jour elle aiderait les autres à trouver leur voie aussi. Elena regarda Victor, voyant la fierté et la nervosité mélangées dans son expression. Tu as vraiment fait ça. Créer une fondation pour moi. J'ai créé la structure légale et financière, corrigea Victor. Mais son âme, son cœur, c'est tout toi, Elena. C'est qui tu es, ce pourquoi tu es destinée. 3 heures plus tard, après que Mia et Olivia furent partis avec des plans concrets et des délais et une excitation contagieuse sur les possibilités, après que sa mère fut rentrée à Brooklyn avec une promesse de revenir la semaine suivante pour dîner, Elena et Victor étaient seuls dans la cuisine en train de préparer un simple déjeuner ensemble. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça, dit Elena pour la 10e fois, encore en train de processer. Une fondation entière. Tu mérites d'avoir quelque chose qui est entièrement à toi, répondit Victor, hachant les légumes avec la précision minutieuse qu'il apportait maintenant à tout, quelque chose qui nourrit ton âme comme les affaires nourrissent la mienne. Elena arrêta de remuer la soupe et l'observa. Victor, je t'aime. Les mots sortirent simplement, naturellement, mais portaient le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Pas juste reconnaissante, pas juste heureuse. Je t'aime. L'homme que tu es devenu, la façon dont tu me vois, la façon dont tu me fais sentir que je pourrais conquérir le monde. Victor posa son couteau et se tourna pour lui faire face complètement. Elena Torse Langford, dit-il, utilisant ces 2 noms comme un vœu. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pas juste parce que tu m'as sauvé d'une vie de vide émotionnel, mais parce que tu m'as montré ce que signifie être vraiment vivant. Il l'attira dans ses bras, et ils restèrent là dans la cuisine avec la lumière du soleil d'après-midi entrant par les fenêtres, entourés du beau désordre d'une vie vécue pleinement. Livres éparpillés sur le comptoir, plantes qui avaient besoin d'arrosage, photos sur le réfrigérateur, preuves partout de 2 personnes qui avaient appris à s'aimer correctement. Tu sais ce qui est drôle ? Murmura Elena contre sa poitrine. Quoi ? Quand j'ai quitté, je pensais que je renonçais à l'amour. Je pensais que je choisissais la solitude plutôt que l'invisibilité, mais en fait je faisais de la place pour que le vrai amour nous trouve. Victor resserra son étreinte. Parfois il faut perdre quelque chose pour apprendre à quel point c'est précieux. Et parfois, ajouta Elena, il faut être assez brave pour demander ce qu'on mérite. Plus tard ce soir-là, après le dîner et de longues conversations sur les plans de la fondation et les rêves pour l'avenir, Elena s'assit à son bureau d'écriture, pas caché dans un coin, mais installé de manière proéminente dans le salon, où Victor pouvait la voir quand il travaillait sur son ordinateur portable à proximité, où ils pouvaient partager des silences confortables et des commentaires occasionnels. Elle écrivait le chapitre final de son roman, l'histoire qui était devenue la leur à bien des égards. Tandis qu'elle tapait les dernières lignes, Victor leva les yeux de son propre travail. « Tu finis ce soir » demanda-t-il. « Oui, phrase finale. Lis-la moi. » Elena sourit, appréciant qu'il veuille faire partie même de ce petit moment. Et en regardant dans ses yeux, vraiment regardant, comme elle avait désiré qu'il la regarde, elle réalisa que parfois les plus grandes histoires d'amour ne concernent pas des gens parfaits qui se trouvent. Elles concernent des gens imparfaits qui apprennent à se voir clairement, complètement, courageusement. Victor resta silencieux un moment. C'est beau. C'est sur nous ? C'est sur n'importe qui s'est déjà senti invisible. N'importe qui a déjà aimé quelqu'un qui n'était pas prêt à aimer en retour. N'importe qui a déjà été assez brave pour partir et puis assez brave pour essayer à nouveau quand la personne qu'ils aiment apprend enfin à les voir. Victor ferma son ordinateur portable, et s'agenouilla à côté de sa chaise. Elena. Oui. Merci de ne pas avoir abandonné nous. Merci d'avoir été assez brave pour partir et assez patiente pour revenir. Merci de m'avoir appris à aimer quelqu'un correctement. Elena toucha son visage, s'émerveillant de à quel point c'était différent de leur premier jour, à quel point il était présent, connecté, sincère. Tu sais ce que j'ai réalisé ? Quoi ? Parfois la personne avec qui tu es destiné à être est la personne avec qui tu es déjà. Vous avez juste besoin tous les deux de grandir pour devenir qui vous êtes censés être ensemble.
Victor se leva et la tira avec lui. Viens au lit avec moi, Madame Langford. Pas parce que c'est attendu ou pratique ou partie de notre routine, mais parce que je veux m'endormir à côté de la femme que j'aime, et me réveiller demain. Excité de voir de nouvelles façons de lui montrer à quel point elle est chérie. Helena rit, le son remplissant leur maison de joie. Maintenant ça, c'est ce que j'appelle une vraie proposition. Et tandis qu'ils marchaient ensemble vers leur chambre, pas l'espace stérile qu'il avait été autrefois, mais une pièce pleine de livres partagés et de silence confortable et de conversations matinales et du genre d'intimité qui vient de vraiment se voir l'un l'autre, Helena sut que c'était à ça, ressemblait le bonheur. Pas parfait, pas sans défi, mais réel et présent et plein d'amour qui avait été testé et avait choisi de grandir plus fort. Dehors Manhattan scintillait avec 8 millions d'histoires, mais dans leur pentose redécorée, deux cœurs qui s'étaient presque complètement manqués étaient enfin complètement chez eux. Parfois le plus grand courage n'est pas dans le départ, mais dans le fait de rester et de combattre pour ce qui peut être transformé. Helena découvrit que le vrai amour n'est pas à propos de trouver quelqu'un de parfait, mais à propos de deux personnes imparfaites qui choisissent de grandir ensemble. Victor apprit que être présent n'est pas juste partager un espace, mais partager un cœur complètement ouvert. À la fin, ils réalisèrent que les meilleurs amours sont ceux qui nous enseignent qui nous sommes vraiment et puis nous aiment exactement pour ça. Parce que parfois tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu.